Si, monsieur Trof, vous m'avez donné l'envie de revoir les États-Unis d'Amérique. Ah, C'est un voilà. pays où j'ai passé 3 ans. Voilà, voilà, on ouvre le débat. Après, on va parler. Je peux parler encore longtemps, mais ça n'aura plus de charme. Alors, je vous laisse parler. De toute façon, ici dans la salle, il y a 2 personnes qui ont fait les États-Unis. Il y a Reda Kassoumi qui vient qui revient du Missouri. Je l'ai capté. Moi, j'ai passé 3 ans là-bas. Mon expérience a commencé de Los Angeles. Et j'ai fait le Nevada, Las Vegas, Reno. Je l'ai fait mes parents. Voilà, on ouvre le débat. Ah, c'est bon. Bonjour, monsieur bienvenue. Alors, je ne vous cache pas que je suis fidèle de lecteur de Kamalik, surtout lorsque vous écrivez il y a quelques années sur des. Il y a un micro à la fois sur les voyages que vous avez entrepris, mais aussi sur les différents récits littéraires qui vous ont marqué. Vous nous faites voyager doublement. J'ai trouvé ça passionnant. Je reviens à la question. Est-ce que, à travers ces différents voyages que vous avez entrepris, vous avez pris conscience de l'évolution de cette algérianité? Parce que cette algérianité est à redéfinir à travers cette mondialisation. On voit beaucoup d'Algériens ailleurs, etc. L'algérianité telle qu'elle est conçue durant la période coloniale, est-ce qu'il n'y a pas une évolution sur le plan identitaire? C'est certain, hein, c'est certain. C'est certain, mais le problème, enfin, je ne sais pas si c'est un problème, mais la problématique plutôt, c'est que je crois que du fait de notre histoire nationale, de la façon dont s'est constituée la nation algérienne, dans l'action, dans la conquête de l'indépendance et dans la lutte anticoloniale, je crois que la consignation dans les textes fondamentaux de ce pays des paramètres qui définissent l'algérianité ne correspondent pas aux attentes des Algériens. Et ça, c'est un problème de fond. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été le fruit d'un débat, ou même d'une différenciation, etc. Prendre en compte la différenciation, etc. Du coup, chacun a sa définition de l'algérianité et chacun croit que c'est la meilleure, et c'est la seule. Et ça, on le découvre quand on voyage. On le découvre, on le sait ici, hein. Ça rend d'ailleurs fabuleusement difficile les débats entre nous, entre Algériens, hein, de façon générale, mais ça l'est encore davantage avec des Algériens, surtout ceux qui vivent très loin et depuis longtemps, parce qu'il y a une espèce de mentalisation de cette appartenance, et ça finit par se figer, c'est pas vivant. Or, quand on vit ici, quand on compare avec la mondialisation, etc., tout ce que nous apporte la mondialisation, on finit par relativiser. On finit par voir que les choses ne sont pas aussi simples que ça, et que la richesse, c'est justement de tenir compte de nos différences, qu'on n'est pas, que ça ne marche pas quand chacun est un parti unique, etc. Quoi, hein. Il y a une évolution, et puis il y a une... alors, une des choses qui m'ont frappé, par exemple, un exemple concret, il y a un couple d'amis qui vivent, qui étaient journalistes tous les deux en Algérie. Lui, il était à la Révolution africaine, et elle était à la radio. Ils sont partis dans les années 93-94 à Montréal. Ils avaient une fille qui avait 6 ou 7 ans, que j'ai connue, hein, parce que je les connaissais d'ici.
Puis ils sont installés là-bas et cette fille a grandi là-bas, elle a fait l'école au Canada, le lycée, l'université, elle a fait Sciences Po. Elle est en train de faire un doctorat maintenant. Et c'est une intellectuelle de très haut niveau. Hein. Et cette fille, je discutais avec elle, et ses parents sont tous les deux des militants de la cause berbère, sans appartenance, mais ils ont toujours milité, même quand ils étaient là, etc. Et alors je discutais avec elle, je lui dis qu'est-ce que tu fais, etc. Elle m'a dit j'ai fait un magistère sur quoi c'était quoi ton sujet? Sur la Turquie. Ah. Je lui dis, puis elle a fait sur je sais pas quoi, le Zimbabwe, etc. Je lui dis, et l'Algérie, ça t'intéresse pas de travailler sur l'Algérie? Parce qu'elle a hérité quand même ses parents d'un très grand attachement à l'Algérie, et plus particulièrement à la culture berbère, à la langue, etc. Kabyle. Elle le parle. Elle m'a dit, tu sais, j'ai essayé de travailler sur l'Algérie, politologiquement parlant. Elle m'a dit, mais j'arrive pas, elle m'a dit, parce que chaque fois que j'interviewe quelqu'un, dès que je pose une question, ils me disent, tu es islamiste, tu es suliste. Elle m'a dit, je suis jamais arrivé à poser des questions sans me mettre mal à l'aise, mais elle me dit, ça, je ne m'en tire pas. Elle m'a dit, je ne suis pas arrivé à travailler sur l'Algérie. Et là, c'est un bon exemple de l'évolution justement de cet esprit, de cette algérianité au contact d'autres systèmes scolaires, de recherche, etc., avec des gens de ma génération, parce que c'est parents de ma génération, qui sont restés attachés à un certain nombre de dogmes politiques, idéologiques, culturels, etc., et qui avons du mal à laisser les choses évoluer. Alors on a l'impression qu'il y a une destruction de tout ce qui nous a servi voilà. Donc oui, ça évolue. Ça évolue, mais pas dans les limites, avec la liberté parce que le meilleur moyen pour que ça évolue, c'est que d'abord dans ce pays, qu'on admette qu'il puisse y avoir des gens de différentes cultures, de différentes langues, de différentes confessions, et que ça soit consigné dans les textes fondamentaux. Donc on n'a pas la possibilité, en s'appuyant sur la Constitution, soit clairement, soit explicitement, implicitement, de chasser l'autre parce qu'il est chrétien, de chasser l'autre parce qu'il ne pense pas comme les, etc. Donc, ces dogmes-là sur lesquels s'appuient les pouvoirs pour tenir encore cette algérianité sous-scellée, si j'ose dire, sont encore plus grands dans la tête de beaucoup de gens. Voilà. Donc moi, je fais confiance aux jeunes. Je pense que c'est avec eux que les choses vont... parce que c'est un travail qui se fait sur la durée. Hein. On ne décide pas du jour au lendemain. Tiens, si je devenais ouvert à partir d'aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça. Il faut être formé à ça. Hein. Et je pense que les Algériens, surtout les jeunes qui ont grandi dans d'autres contextes sociaux, politiques, peuvent encore concevoir les choses. Il y a des travaux qui se font, il y a des sociologues algériens, des jeunes, etc., dans différents pays du monde, hein, qui, un jour, leurs travaux vont faire avancer les choses, hein, ça c'est sûr. Je ne sais pas si j'ai répondu. Question? Oui, Monsieur Bouchin, Monsieur Bouchin, on vous reçoit ici au presse. Moi aussi, j'ai eu la chance de les États-Unis pour le ce que je retiens dans votre voyage, c'est plutôt le voyage à travers les âges. Vous dites que même en France ou ailleurs, l'immigration était toujours des formes géologiques qui sont entassées l'une derrière l'autre. Au début, c'était dans des imputés économiques, qui a poussé les gens à chercher ailleurs, à ramener au moins le pain quotidien de nos enfants. Mais aujourd'hui, on voit que c'est la même cause, c'est la même raison qui a poussé ces jeunes. Et c'est dommage que vous dites à plus du chauffeur de taxi, médecin ou ingénieur au Canada.
Et en France, malheureusement, et en Angleterre, dans tous les pays du monde. Est-ce qu'au contact de ces populations, ces gens, vous n'avez pas essayé de découvrir un mécanisme, une action qui puisse ramener tous ces gens ici et former ce qu'on recherchait ailleurs, le construire nous-mêmes? Voilà, merci. Alors, je vais vous répondre, je vais essayer de vous répondre en 2 points. Le premier point, c'est que je ne sais pas si c'est uniquement les raisons économiques qui poussent les jeunes à partir. Hein. Je ne suis pas sûr. Hein. Un exemple très simple, le cousin chez qui je vais séjourner en Californie, c'était quelqu'un qui était technicien supérieur en Algérie, sa femme travaillait, etc. Il n'avait pas de logement. Il n'avait pas de logement, il a tout fait pour avoir un logement. Il n'en a pas eu, il avait un fils. Et puis, à un moment, il avait décidé de partir en France, au début des années 90. Hein. Sans lien direct avec la situation politique. C'était pas quelqu'un qui militait, il ne s'était pas trouvé. Mais il avait envie de partir parce que ça n'allait pas, il n'avait pas de logement, ça créait des problèmes. Il habitait un coup chez ses parents, un coup chez ses beaux-parents, ça créait des trucs pas possibles. Il fallait qu'il parte, quoi. Il fallait qu'il parte quelque part. Il part en France, ça ne marche pas. Très compliqué pour avoir les papiers, etc. Il reste quelques mois. Ensuite, il va à New York. Je ne sais pas comment il a trouvé le moyen d'aller à New York. Il trouve du travail là-bas. Et il trouve qu'il fait trop froid. Et c'est vrai, il fait très froid. Hein. Des gens qui ne supportent pas. Il se retrouve en Californie. Alors là, il fait venir sa femme, son gosse. Il s'installe, il a un travail. Et selon le système américain du crédit, au bout de quelques années, il arrive à acheter une maison plus grande que l'immeuble dans lequel habitaient ses parents. Je suis allé chez lui. Puis un jour, on discutait, parce qu'il vient souvent, quand je suis allé le voir, et je le raconte aussi, je lui dis, on discute comme ça, pourquoi les jeunes partent? Pourquoi on parlait des haragas, etc. Non, parce qu'on est tombé d'accord en discutant que la situation des jeunes, sociale, etc., s'est infiniment améliorée depuis notre jeunesse à nous. Nous, on n'avait pas de voiture, on n'a jamais... on n'avait pas de téléphone portable, enfin, on n'avait pas l'équivalent alors que maintenant, les gens arrivent quand même à voyager, etc. Je lui dis, avoir des appartements, il me dit, d'ailleurs je le reprends comme ça, comme il n'est pas très bon francophone, il est plutôt, et ça aussi je le découvrirai, parce que comme en France les Algériens mélangent le français et l'arabe, ou le kabyle, c'est-à-dire selon, aux États-Unis ils mélangent soit le kabyle, soit l'arabe avec l'anglais. Alors il me dit, je lui dis, mais alors pourquoi ils partent alors qu'il y a les conditions sociales sont meilleures? Il me dit parce que, comment te le dire, parce que là-bas en Algérie, il me cache de hope, il n'y a pas d'espoir. Il me le dit sous cette forme-là, me cache de hope. Et ça c'est la première chose. Maintenant, c'est-à-dire que c'est pas uniquement pour des raisons économiques, mais aussi parce que, et c'est normal, les jeunes sont ambitieux, ils ont envie de réaliser des choses, etc. Et qui voient très bien les jeunes ici. Je ne parle même pas des chômeurs, je parle même de ceux qui ont une expérience professionnelle dans les entreprises, etc. Ils savent très bien qu'il y a un mur et que jamais pourront, pour des raisons de culture du travail, pour un certain nombre de travers sociaux, etc., jamais ne pourront s'épanouir, ou c'est rare qu'ils s'épanouissent dans le travail. Et ils ont l'impression, parce que souvent c'est une impression, que c'est mieux ailleurs en Europe, etc. C'est souvent pas le cas. Hein. Moi je me souviens en France, les premières années, quand je suis arrivé, j'ai trouvé un gars de mon village, un jeune de mon village, qui était là-bas depuis
10 ans, il était sans papier. Il avait, ça faisait 10 ans qu'il était là-bas. Il est arrivé à 25 ans. Il avait 35 ans quand j'ai commencé à discuter avec lui. Je lui dis, qu'est-ce que tu vas pas passer ta vie sans papier quand même, comme ça. Je lui dis, il travaille, mais il est obligé de se cacher, et puis il travaille, il est payé en noir, machin, etc. Et je lui dis, tu devrais rentrer. Il m'a dit, ça va pas, je ne vais pas pouvoir rentrer. Il m'a dit, tu te rends compte, la famille, ça fait 10 ans qu'ils croient que je roule sur l'or, etc. Je vais rentrer comme ça, leur dire, j'ai jamais eu de boulot, de papier, j'ai jamais eu un truc existentiel, un nœud existentiel qui se pose à eux. Donc, souvent, ça ne se passe pas exactement, c'est pas le mat cocan comme on dit, mais ils ont besoin de rêver que c'est possible, je crois. Et pour certains, ça marche très bien. Pour certains, ça marche. Donc, et à mon avis, le meilleur moyen de les dissuader, c'est de les laisser faire l'expérience. C'est pas en leur parler. Parce que quelqu'un qui a envie de partir, aucun argument ne le retient. Ça, je le sais. Et c'est la même chose pour le retour. Il y a des gens qui ont essayé des retours, des gens qui ont bien réussi, hein, ça ne marche pas parce que c'est deux planètes qui sont complètement désaccordées sur le plan du travail, des gens qui, surtout les gens qui ont des enfants maintenant. Comment il va revenir? Il ne peut pas revenir. Il y a des cas de retour, hein, du Canada, en particulier, il y a beaucoup de gens qui reviennent. Mais ça solde. Moi, je connais au moins 3 divorces. Au moins 3 divorces à cause de ça. Parce que le Canada est un pays qui convient aux femmes et aux enfants. Aux femmes et aux enfants, parce que j'ai un copain, pour la petite histoire, il y a beaucoup de situations assez tragiques. Un jour, quand il arrive les premiers temps, etc., il est convoqué à l'équivalent de la mairie pour une question sociale, etc., par rapport à sa femme. Et en fait, c'était elle qui était convoquée, puis il l'accompagne, comme il le faisait ici, hein, c'est-à-dire, quand elle est convoquée, il va avec elle. Puis à un moment donné, on l'appelle, Madame un tel, il va vers le bureau, et il la suit. Et la dame qui recevait lui dit, vous êtes madame? Il lui dit, non, non. Alors elle lui dit, attendez là, pour vous dire, il y a les enfants et les femmes, et les hommes viennent après. C'est vrai, hein. Donc, j'ai un ami aussi, cinéaste, dont je ne citerai pas le nom, qui est marié avec une soviétique, qui vivait ici. Il est venu avec elle de l'Union soviétique, il a fait ses études, etc., des enfants. Après, il a immigré au Canada. Le même problème, il n'avait pas de logement ici. Jamais arrivé à avoir un logement, il est parti. Et bien lui, il est devenu pompiste. Et sa femme, qui était docteur en économie, a trouvé un travail dans une très grosse entreprise. Ça a fini par un divorce. Ça a fini par un divorce. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Quant à revenir, moi je ne demanderai à jamais à quelqu'un de revenir. Ni de partir d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire... et c'est là où je vais vous raconter une histoire vraie. C'est un ami à moi qui est de Bouzguen, qui est parti à Bouzguen du côté d'Azazera, qui avait un grand frère, qui a un grand frère, un demi-frère, Guémès. Et leur papa est mort. Et le grand frère était marié, avait des petits-enfants. Il va en France, dans les années 60. Hein. Il va pour travailler en France. Et ce copain à moi, il était jeune, il avait 17 ans à l'époque, 18 ans. Il est parti, et sur la famille de New York, aucune nouvelle pendant des années. Il gère, comme on dit. Et puis à un moment donné, sa maman charge ce jeune frère, qui est mon ami, qu'est-ce qu'il devient, pourquoi, etc. Et il est venu, il avait 19 ans à Knir.
avec mission, on a réuni l'argent, etc., la famille, pour qu'il s'occupe de ses enfants, etc. Et ça, c'est lui qui me racontait ça. Hein. Il arrive, le circuit des gens de Bouzgan, café, etc., il a fini par lui mettre la main dessus. Et effectivement, le gamin ne travaillait plus, il picolait, il était dans les machins, etc. Et il arrive à le coincer. Il dit, il faut que tu rentres, etc. De quoi je me mêle? Il dit, il faut que tu rentres, je lui pose ça. Tu vas rentrer, je n'ai même pas d'argent. Et c'est cet ami-là qui vient de Kabylie qui va lui chercher l'argent dans les gens du village, etc. Il le met dans un avion, sauf que Tsaïqem, ça fait 40 ans. C'est pour ça que je vous raconte ça, c'est que je ne veux pas m'amuser à dire aux gens de rentrer. Il n'est pas rentré, et ce garçon, qui était un grand ami à moi, quand je lui dis pourquoi tu ne rentres pas, va voir ton frère, tiens, celui que tu as renvoyé, dans ses foyers, va le voir. Mais je ne comprends pas, j'arrive pas. Il y a quelque chose, il y a un blocage qui... voilà. Donc c'est des questions très compliquées, c'est-à-dire ça implique plus des destins individuels qu'on ne peut pas rattacher. On ne va pas dire à quelqu'un qui travaille à New York, qui travaille dans une grande entreprise à New York, qui enseigne à l'université à Montréal, non, il faut être cette année parce que la mairie de Houadjik, si ça se trouve, il a déjà fait l'expérience. Donc c'est très compliqué, quoi. On ne peut pas dire aux gens de rentrer s'il n'y a pas un projet qui suscite leur adhésion eux-mêmes. Les gens qui de la Silicon Valley que j'ai vu, il y a un grand professeur de physique à Stanford, et à l'université à Bombardier, je crois. Il a fait un constat, il dit il y a plein de gens qui veulent venir étudier ici, il y a plein de jeunes Algériens, ils ne peuvent pas pour des raisons de visa, etc. Je vais aller 3 mois par an, enseigner gratuitement, les réunir. Il a commencé à le faire jusqu'à ce qu'il n'a pas... En plus, il payait lui-même son billet par ses propres moyens, parce qu'il estime qu'il a une dette vis-à-vis de l'Algérie. Et il la rembourse aux jeunes, pas à l'Algérie, mais aux jeunes, jusqu'à ce que l'université lui interdise enfin, la bombarder ça. Ils lui ont dit non, il n'y a pas de faire, etc. Voilà. Donc, ce sont des questions individuelles qui sont très compliquées à... C'est la même chose ici. Hein, c'est comme... Pourquoi tout le monde n'est pas dans une association? Pourtant, elle ne fait que du bien, parce qu'il y a des gens... Parce que peut-être qu'on n'arrive pas à acquérir leur adhésion, leur... Merci. Oui, à la suite. Toi, qui prends des notes depuis tout à l'heure, alors que... Il y a la notion d'exil. Bon, elle est multiple, elle est plurielle et tout ce qu'on peut dire. Toi-même, quand tu es parti faire ce voyage, est-ce que quelque part, ce n'est pas une recherche d'une algérianité impossible, ici? Est-ce que quand les gens partent, de ton envergure, les intellectuels en général, n'est-ce pas un peu cette expression kabyle qui dit l'avenir nzihnia? C'est-à-dire zihnia, on rêvait d'un avenir, et puis on ne l'a jamais eu, et on va le chercher. Tu es parti chercher des sonorités de hippie, chercher des lectures. En fait, n'est-ce pas, l'exil n'est-il pas finalement ce que nous n'avons pas chez nous? Contrairement aux exils économiques, et nous parlons de notre exil à nous, les gens qui pouvons vivre ici, mais ces voyages-là un peu rapides, ne sont-ils pas des formes d'exil en fait? Oui, enfin,
comment te dire, oui, sûrement. Hein, c'est-à-dire, je ne cherche pas une algérianité qui n'existe pas, mais je complète une algérianité qui existe plutôt. Par exemple, quand je découvre... Non, mais on découvre des choses fabuleuses quand on voyage, et surtout quand on fait le troisième voyage, c'est-à-dire quand on écrit ce voyage. Quand on écrit ces voyages. Parce que là, je répète que pour moi, il y a 3 fois, on fait 3 fois le même voyage, et la 3e fois, c'est là où on fait. Par exemple, je découvre dans une petite ville de Californie qui s'appelle Napa Valley, qui est un endroit où il y a des vignobles, qui est en train de concurrencer le Bordelais d'ailleurs. Hein. Je découvre un Algérien, Crimo, qui est œnologue, qui a travaillé pour une très grosse cave là-bas. Maintenant il est à la retraite, mais il a des vignobles la nuit, etc. Je suis allé chez lui et tu as l'impression d'être en Catimini, quoi. Aménager ça. Et ce garçon qui est aux États-Unis depuis une quarantaine d'années, d'ailleurs, rien que quand il m'a raconté son histoire, c'est l'histoire de cette algérianité compliquée, filandreuse, tout ce qu'on veut. C'était un gars qui a eu, il est originaire de Djidjel, mais c'est un Algérois, hein, il est né à Alger, etc. Et il est d'une famille religieuse. D'une famille vraiment de pratiquants, etc. Et il a eu son bac dans les années 66, 67 avec lui. Et c'est lui-même qui m'a raconté. Moi, je viens de la génération d'après, donc je n'ai pas connu le bac à cette période-là. Mais il m'a dit qu'à cette époque-là, il m'a dit quand on a eu le bac, on achetait tous les jours le Moudjahed parce que les sociétés nationales offraient des bourses. Vous êtes bachelier en ceci, Sonacom vous offre une bourse, je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Il m'a dit tous les jours dans le Moudjahed, il y en avait plein de trucs comme ça. Il m'a dit, puis un jour, il a vu une annonce qui l'intéressait. Et alors, c'était quoi? C'était l'équivalent, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, mais c'est ce qui allait devenir l'ONCV, l'Office du vin, qui cherchait des jeunes pour les envoyer, les former en tant qu'œnologue. Tu t'imagines, pour le fils d'un imam, il n'a pas bien compris, mais il est oui. Il a accepté, il a été accepté et tout. Vous allez être envoyé à l'université de Bordeaux, qui a une filière œnologique très intéressante, etc. Après, il comprend. Ah oui, il a fait des études de physique-chimie. Et puis, alors son papa qui lui dit, ça c'est lui qui me raconte ça. Il lui dit alors, tiens, mais tu vas où, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, on la même avec les trucs. Je ne sais pas lui dire le faire. Et il est allé en France faire ses études d'œnologie. Et pendant 3 ans, il revenait sans jamais oser dire à son père ce qu'il faisait comme étude. Il montait toutes sortes de... Je sais pas, il a élaboré un système comme ça de mensonges très scientifiques pour lui expliquer que c'est de la chimie, etc. Spécialité médicale. Ouais. Et transporter ça, hein, c'est-à-dire il transportait ça avec lui. Hein. Il vivait une espèce de... Oh, il était dans le Bordelais, en plus, dès qu'il arrive, étudiant, etc., il se met en ménage avec une étudiante américaine, il va dire ça à son père. Finalement, ça a fini par un mariage et il va aux États-Unis. Il va avec elle en Californie et il y est encore. Il y est encore. Et ce type, il a vécu cet exil, dans l'exil. Et maintenant, bon, je l'ai vu quand? Je l'ai vu il y a 10 jours à Alger. Il était de passage. On a pris un pot ensemble. Et voilà, donc ça. Et il vit à Napa Valley. Il m'a raconté qu'à Napa Valley, qui est une petite ville,
il y avait un Algérien, qui s'appelait Hadj Marin, un truc comme ça, qui avait un restaurant. Depuis 40 ans, il avait un restaurant. C'est un marin algérien qui a échoué là-bas. Il a ouvert un resto, etc. Il a vécu. Et ça aussi, c'est un exil, une algérianité qui s'exprime de cette façon. Et il avait un petit restaurant qui réunissait d'abord tous les Algériens du coin. Quand je dis du coin, c'est-à-dire dans un rayon de plusieurs... c'est pas comme à Paris, hein, quand on dit coin, c'est la rue d'à côté. Hein. Là, c'est la ville d'à côté, à 100, 200, 300 km. Et en même temps, quand on est un exilé, on attire aussi les exilés d'autres pays. Et ce type, un jour, il a fermé son restaurant, il avait envie d'écrire sa vie. Et il fait quoi? Il s'est inscrit dans l'une de ces universités qui enseigne l'écriture. Et là, il est en train d'écrire... voilà, il y a plein d'histoires comme ça. Et quand on les... Et j'essaie d'en raconter quelques-unes, pas toutes parce que je n'ai pas approfondi. Et donc, c'est à la fois l'exil, mais c'est... en se perdant dans l'exil, on finit par retrouver par soi-même. Je crois qu'on finit par retrouver, ou peut-être pas retrouver, mais fabriquer. C'est-à-dire s'arranger avec l'imaginaire pour... Et puis, quand j'étais à la 3e phase de voyage, j'étais avec un ouvrage précédent, je faisais une signature au Salon du Livre avec Blaïd Abban, qui est un vieux copain. Et puis, je feuilletais son livre comme ça, un de ses multiples livres sur son oncle. Et je vois un truc et il me raconte. Il me disait, son grand-père, le grand-père de Blaïd. Non, pas le grand-père de Blaïd et le grand-père de Ramdan était, le grand-père de Blaïd était plus vieux que le grand-père ils vendaient des tapis, des objets artisanaux, etc. C'est pour moi. Et ils passaient une saison en Algérie, qu'ils allaient vendre leurs tapis, leurs produits en France. Ils prenaient quelques mois, et puis petit à petit, chemin faisant, ils ont élargi le rayon, de San Francisco. Ils allaient souvent, c'est des voyages qui prenaient des mois et des mois pour vendre leurs tapis. Ils sont allés jusqu'à Sydney, le père et le grand-père. Les deux grands-pères, quoi, le père d'Adban et le grand-père de Blaïd. Et ils allaient à San Francisco pour vendre leurs trucs, ça prenait des mois. Et d'ailleurs, ça c'est moi qui le suppose, parce que Blaïd me l'a dit, comme ils allaient souvent, Qarn Frisco, ils l'appelaient Frisco, ils s'intéressaient à la vie politique américaine, ils ont parlé beaucoup, il paraît que dans leur village, tout le monde, enfin les gens de la génération de Ben Ramdan, ont toujours entendu parler des États-Unis, de la politique américaine, etc. Et on peut supposer que Adnan lui-même, Blaïd, a été peut-être influencé indirectement dans des proportions qu'il s'agit de déterminer en s'intéressant à la question, etc. Par ça, quoi. Et que ça a pu avoir une influence sur la révolution algérienne, hein, parce que c'est quand même... ça, c'est des thèmes de recherche. Mais c'est surtout, c'est de trouver ce fil-là, quoi. C'est-à-dire, me serais jamais intéressé à cette question si j'avais pas eu l'intention d'aller à San Francisco, pour d'autres raisons, hein.
Mais là, on découvre plein de petites choses comme ça. Le voyage forme la jeunesse, c'est ça. Bon, est-ce que cette forme d'exil exactement, qui devient de jour en jour possible et plus facile, ce n'est pas par hasard une autre stratégie politique pour faire déserter l'Algérie de son identité? Oui, sans doute, mais qui a élaboré cette stratégie? C'est le sujet qui pose problème. C'est qui? Sinon, oui, évidemment, quand Hitler a pris le pouvoir en 1933 en Allemagne, il y a eu une saignée d'intellectuels qui a quitté l'Allemagne. Les plus grands philosophes, musiciens, artistes, universitaires ont quitté l'Allemagne. D'ailleurs, ils étaient souvent en France, déclassés, on les appelait les épaves phosphorescentes, les intellectuels allemands chassés par le nazisme. Donc évidemment, on savait qui avait créé les conditions pour qu'ils s'exilent. Pour l'Algérie, c'est probable, mais il faut déterminer qui est le sujet, qui a élaboré cette stratégie politique. Ça, je vous fais confiance. Il y a une complicité. Oui, Salam alaikum. À quoi et à qui a profité la mort d'Abban Ramadan? Je dis bien la mort d'Abban Ramadan. À qui profite ce crime? Parce qu'Abban Ramadan, qu'on ne nous raconte pas des sonnettes dans des livres, des journaux, etc. Le gouvernement algérien a été constitué provisoirement. La France, enfin le monde entier a reconnu l'Algérie. Et il y a eu une déclaration du FLN quand ils ont dit le rouleau compresseur. Et quand Abban a dit tant que le sang ne sera pas versé dans les Champs-Élysées, la France ne tendra jamais sa main. Et bien entendu, Abban a été liquidé dans la même année par ses frères ennemis. Mais ce crime, à qui il a profité? Sur ce, merci pour votre attention. merci. Oui, alors mes compétences historiques Ah, vous avez cité Abban, il faut ne me permettent pas de Ah, là, il part. Ça vous permet. mais je crois que Blaid Abban est passé ici à ce salon. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, et qu'il a dû en parler, que lui, il connaît la question à fond, il en a fait 3 ou 4 livres d'ailleurs. Ben, j'ai traversé ces lectures, c'est clair et net comme bonjour. Ah ben voilà. Ben, ben, c'est ça. Voilà, tout à l'heure, Rachid a parlé d'algérianité en exil. Que pensez-vous du fait qu'il n'y a pas de resto algérien ailleurs? Il n'y a pas de communauté algérienne. Aux États-Unis, par exemple, il y a Mexicains, Chinois, il y a toutes les races. Il y a des restos, il y a des quartiers tout entiers, quartiers juifs, quartiers polonais, mais il n'y a pas de quartier algérien, il n'y a pas de resto algérien. Il y a rien. Chaque fois que quelqu'un se retrouve, il se marie, il a un bon travail et tout, il saisonne d'autres Algériens. C'est quoi ce phénomène? Moi je crois, là aussi, moi je crois qu'il y a du travail, les sociologues ont du pain sur la planche, mais je crois que, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à comprendre, même en France, France, les premières années quand je suis arrivé, c'était les moments où il y avait beaucoup de tensions, etc. Et on a plus dû compter sur des amis français que sur nos compatriotes qui étaient déjà là-bas. Il n'y avait pas par exemple, comme je sais pas, quand les Espagnols ont quitté
Après, pendant la guerre civile, ils ont trouvé des Espagnols qui étaient là, etc. Les communautés accueillent les leurs. Et bien nous, ça ne se passe pas comme ça, nulle part. Et je ne sais pas pourquoi. Franchement, quelle est cette, j'allais presque dire, cette malédiction qui veut qu'on soit incapable de former des réseaux de solidarité et de fraternité. Pourquoi? Enfin, je ne dis pas incapable, mais je dis, en tout cas, ça ne se voit pas. Par exemple, vous allez à Montréal où il y a beaucoup d'Algériens. Oui, il y a Jean Talon. Oui, il y a un quartier algérien, enfin, qui est un quartier islamiste. Mais il y a des associations, il y a énormément d'associations, hein, de toutes sortes. Mais il n'y en a pas une qui s'entend avec l'autre. Il n'y en a pas une, vous travaillez avec lui, ils te disent non, alors si tu travailles avec eux, les autres, etc. Même c'est difficile même d'établir un dialogue et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Hein. Donc pourquoi ça, là aussi, je ne peux pas apporter de réponse. Je pense qu'il y a un travail qui remonte à, peut-être, je ne sais pas, qui remonte à... il y a ces germes de suspicion, de division, etc., qui sont dans notre histoire. Est-ce que c'est parce que cette identité n'existe pas ici qu'il est impossible de la reconstituer ailleurs? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, enfin, ce qui me semble relativement vérifiable, c'est que on trouve dans les communautés algériennes à l'étranger, là où elles sont nombreuses, là où elles peuvent reconstituer un peu la configuration, décalquer un peu les mêmes divisions, les mêmes incompréhensions, les mêmes hargnes même, parfois multipliées par l'exil. C'est-à-dire avec une résonance plus... Cela dit, encore une fois, je ne suis pas sociologue pour apporter des réponses. Moi, j'essaie de capter des sensations et peut-être offrir des possibilités d'axes de discussion, mais je serai incapable d'apporter des réponses définitives. Est-ce que... Moi, j'espère que dans ce que vous avez écrit, vous avez plutôt rendu hommage à l'Amérique qui a permis l'expression de ces individualités. C'est-à-dire, est-ce que vous ne pensez pas que c'est grâce à la culture américaine et cette volonté de liberté exacerbée, c'est ce qui a permis l'expression de ces personnalités fortes d'Algériens, mais ce n'est pas plutôt leur algérianité. C'est juste un atavisme comme ça. Je ne pense pas que l'Algérie soit aussi forte que ça pour qu'elle puisse exister. La preuve, il n'y a qu'en Amérique que ces gens-là ont existé, hein, par ailleurs. Hein. C'est le pays de la liberté. Oui, non, je ne rends pas hommage de façon... mais effectivement, le système américain est un système contradictoire qui permet à la fois les plus grandes libertés à l'intérieur et les plus grosses oppressions à l'extérieur. Et ça, les Américains eux-mêmes ne savent pas. Hein. Je veux dire, beaucoup d'Américains ne savent pas, même ce qui s'est passé au Vietnam, ils ne savaient pas vraiment ce qui se passait de façon... Ni aujourd'hui en Irak. Ni aujourd'hui en Irak. Donc il y a un système un peu bicéphale comme ça mais effectivement, c'est le pays des libertés les plus débridées, avec ce que cela comporte comme comment dire, par exemple, il y a une question qui quand tu parles avec les gens là-bas, t'interpelle, quand tu viens d'Algérie ou même de France, hein, c'est l'inexistence de protection sociale complète. Incroyable, quoi, je veux dire. J'ai un copain algérien, Patahman, un autre, qui travaille pour une société aussi d'informatique, grande société d'informatique, qui s'occupait du rayon Europe.
Ça, il allait souvent recruter des gens là-bas, etc. Et il me dit, ça m'emmerde en France parce qu'ils ont des syndicats. Hein. Il me dit, tu ne peux même pas virer quelqu'un. Voilà, mais c'est profondément ancré chez eux. Quand j'ai vu des SDF à San Francisco, des Américains, hein, pas des étrangers, j'en parle avec un Algérien qui travaille comme serveur dans un café. Je lui dis que tu as vu, il y a quand même dans un pays comme ça, il y a des SDF, etc. Il me dit oui, c'est des gens qui ne veulent pas travailler. Il me dit non, ici, et eux, travailler, c'est la notion même de travail, tu vois. C'est ça qui est la culture de travailler. C'est pas que tu es journaliste, tu cherches un travail dans un journal. Si tu ne trouves pas, tu cherches dans l'agriculture, tu cherches à laver des carreaux, tu cherches à... C'est ça pour travailler, tu vois, c'est pas... Je dis, mais comment? C'est peut-être un ingénieur. Il dit, ben, c'est un ingénieur, il va couper des pizzas, c'est un boulot, il est payé. Ils ont cette notion de... La culture du travail, du savoir. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut construire... Hein? Donc, vous étiez parti dans un contexte un peu particulier après l'assassinat de Tadjaout. Et puis, le sort du journal La Rupture s'avérait scellé. Et puis, l'islamisme politique et violent qui commençait à prendre de l'ampleur. Donc il y avait aussi, il n'y a pas que les intellectuels qui sont partis, même les officiers de l'armée, et ils ont choisi justement cet exil. Est-ce que le fait de s'exiler est une autre manière de se reconstruire? Est-ce que c'est une autre manière de se reconstruire, de se redonner de nouveaux repères pour justement pour se maintenir en tant qu'intellectuel, en tant qu'entité identitaire quelconque? Non, je ne sais pas si c'est une façon de se reconstruire, mais en tout cas, ça permet de se reconstruire. Ce n'était pas le but. Personnellement, quand je suis parti, après l'assassinat de Djaout, et parce qu'on avait vu qu'il y avait absolument, que ça allait continuer, et qu'on n'avait absolument aucune protection, surtout à Alger, hein, on ne savait pas qui était qui, etc. Donc quand je suis parti pour 15 jours. Parce qu'on a vécu une telle tension, tel truc. Je suis parti pour 15 jours et puis entre-temps, il y a eu le journal qui a été arrêté, qui a été suspendu. Et au moment où je voulais rentrer, j'ai appelé les copains, là, ceux qui étaient restés à la rédaction. Ils m'ont dit c'est pas la peine de rentrer. Voilà. Donc c'était pas du tout un plan, et puis les jours, un jour pousse l'autre, maintenant ça fait des années. Parce qu'après la mort de Djaout, pour nous tous c'était le néant. Ça savait plus ce qui allait se passer. C'était le premier. Ouais. On ne savait plus ce qui allait se passer. Je vous mentirais si je vous disais oui, un Mambéty sorte pour prendre sa place. C'est pas vrai, c'était pas vrai. Ça, au début, on avait une grande solitude. La mort de Djaout a entraîné une grande solitude des gens qui étaient autour de lui. Puis on avait, je me souviens que juste les jours d'après, on avait un local qui se trouvait dans un immeuble à Alger, etc. Le Premier ministre à l'époque, c'était Abslam. Et on avait un copain qui était un directeur de cabinet. Un très bon copain à nous, que j'ai appelé, je lui ai dit, écoute, ça va pas, les gens ne veulent pas venir travailler, ils ont peur. Je lui ai dit, ils ont peur. Parce que je rappelle quand même qu'il y a eu la mort de Djaout, puis on a constitué un comité pour la vérité de la mort de Djaout avec Maqbel et d'autres, et comment il s'appelle, le psychiatre Boussipsi. Quelques jours après, on flingue Boussipsi.
les gens ont commencé à avoir peur. C'est-à-dire, je lui ai dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une protection? Il m'a dit non. Alors les gens ont commencé à ne pas venir. Voilà, on pouvait plus, on faisait plus confiance à personne. Donc parti, pour moi c'était la fin, je ne sais pas de quoi, mais c'était la fin. Il a fallu des mois et des mois pour comprendre ce qui se passait. Et c'est par la suite que j'ai compris, comme beaucoup, qu'il fallait continuer à faire quelque chose. Et si bien qu'on a pu créer plus ou moins un mouvement d'opinion en France et à travers le monde, parce qu'on s'est battu dans le CISIA, le comité de soutien aux intellectuels algériens, dans des tas d'associations à travers la France et à travers le monde. On a essayé de porter notre parole minoritaire, etc., mais qui est quand même arrivé à plus ou moins à passer, qui a un projet d'Algérie qui ne soit ni intégriste ni policier. Voilà.